Alors, c'est le thème de cette émission. Vous en avez déjà un petit peu parlé tous les deux. Les demandeurs d'emploi qui sont donc en première ligne de cette réforme. On va écouter le témoignage d'un de ces demandeurs d'emploi roubaisien. Laurent Declercq a 54 ans. Depuis un an, il est au chômage. C'est un peu menuiserie, c'est un peu menuiserie ou équivalent. Et là, j'ai mis les dernières formations qui correspondent plus à un employé d'immeuble. Malgré des formations, un CV refait, il ne trouve pas d'emploi. Pourtant, dans sa carrière, il a exercé de nombreux métiers. Gardien de parking, agent de tri sélectif, ouvrier. Il s'est même inscrit dans 2 agences d'intérim, en vain. Alors cette réforme l'inquiète. Nous, les plus âgés, on est plus faibles que les plus jeunes. Les plus jeunes, ils trouvent toujours. Tandis que nous, on a un certain âge, voilà, on hésite à le prendre parce que l'âge est là, faut le reformer, c'est toujours compliqué. Et c'est pas toujours évident de faire valoir ce qu'on vaut, malheureusement. Et puis après, quand on se retrouve sans ressources, on se retrouve au RSA, assisté malheureusement. Aujourd'hui, ce père de famille espère qu'en démarchant les entrepreneurs avec des candidatures spontanées, il arrivera à décrocher des entretiens. Mais pour l'instant, il a du mal à juste recevoir une réponse. Alors le risque de précarisation, comme on vient de le voir, c'est votre inquiétude avec cette réforme, David Guiraud? Moi, les images que vous venez de diffuser, elles me font de la peine. Vous voyez, en fait, l'immense majorité des personnes au chômage dans ce pays acceptent à peu près n'importe quel emploi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois. La direction du ministère du Travail nous dit qu'il y a 375 000 emplois vacants. Il y a 5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Et là, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas de résoudre le problème du chômage, c'est de faire des économies sur ces gens-là. Cette personne que vous venez de voir, qui est quelqu'un qui postule, on est en train de le criminaliser, de dire mais ouais, c'est des discours qu'on a tous les jours dans les médias, c'est pas bien, il faut qu'il travaille plus, il faut qu'il retrouve l'emploi. Quand il n'y a pas d'emploi disponible dans le pays, ces gens-là doivent être aidés. Et je le dis parce que près de la moitié des gens qui devraient avoir des droits, justement, n'en bénéficient pas, ne les touchent même pas. C'est dire l'état de dégradation sociale dans lequel est notre pays. Et ce sont des Français dans cette situation-là, et particulièrement dans les Hauts-de-France, parce que vous l'avez rappelé. Peut-être qu'au niveau national, il y aura moins de 9% de chômage. Mais alors, ça veut dire que les feux, soi-disant, seront verts, et que dans les Hauts-de-France, par contre, là où il y a plus de 9% de chômage, on va encore subir encore plus. C'est-à-dire que les Hauts-de-France vont payer pour Paris. C'est ça qui va se passer. Ça vous fait réagir? Ça me fait réagir parce que je crois qu'on ne vit pas dans le même monde. Ah, vous avez raison. Moi, ce que j'ai vu là avec ce témoignage, c'est un monsieur effectivement qui est dans ce qu'on appelle les seniors, à la recherche d'un emploi, qui est hyper motivé pour en trouver. 46% des chômeurs dans les Hauts-de-France. Voilà, qui a vraiment envie de travailler. Donc on est vraiment sur la valeur travail. Et donc ces personnes-là, il faut absolument les accompagner au retour vers l'emploi. Et comment on fait avec les seniors, justement? Dans les Hauts-de-France, il y a de très belles... D'abord, il y a beaucoup d'emplois vacants. Moi, je suis allée la semaine dernière à la Fédération des travaux publics. J'ai rencontré l'UMI dans l'hôtellerie-restauration. Tous recherchent des salariés. Donc, moi, je ne vous parle pas de chiffres, je vous parle de métiers et de personnes. Mais quand on cite l'emploi des seniors, regardez ce qui se passe à Tourcoing. À Tourcoing, on a Olivier Candelier, l'adjoint au maire de la maire de Tourcoing, Doriane Bécu, qui a mis en place depuis 4 ans un dispositif de retour à l'emploi des seniors avec toutes les entreprises de son territoire, de Tourcoing Entreprendre, qui s'impliquent et qui chacune accompagne une personne dans l'entreprise pour à la fois reprendre confiance en soi, repasser des entretiens, aller vers le réseau, ce qui est souvent le plus difficile pour trouver l'emploi, être là au bon moment. Et ça fonctionne. 80% des gens qui sont accompagnés par ces dispositifs peuvent retrouver un emploi. C'est une petite initiative à l'échelle d'une ville. Mais c'est pas du tout une petite initiative. Elle justement. intéresse beaucoup la région. Et sachez que je suis sûre que ce genre d'initiative locale continuera de se développer. On le voit aussi. C'est pas l'esprit de la réforme. Est-ce que la réforme aurait pu aller plus loin? La réforme, elle part d'un constat. Elle part du constat que par rapport à tous les autres pays européens qui ont aussi des règles d'indemnisation du chômage, on est le pays où on indemnise le mieux et le plus longtemps. Et on voit aussi dans toutes les études sur le travail que plus l'indemnisation est longue, plus on met longtemps à retrouver un travail. C'est une question de dynamique. Non, et donc, le fait de rendre cette indemnisation plus, qui colle mieux au moment du marché de l'emploi, eh bien, ça favorise toute une mise en tension du système qui va aller vers un accompagnement du système. Je pense que vous allez réagir là-dessus. Le sujet, c'est pas du tout de criminaliser qui que ce soit. Je crois que personne ne peut en vouloir à quelqu'un qui est au chômage, mais c'est bien au contraire d'accompagner et de créer une nouvelle dynamique vers l'emploi. Ça ne veut rien dire.
Rien dire. Ce que vous venez de dire, je ne pense pas qu'il y ait une personne qui adhère à ce que vous dites, ni même qui voit où est-ce que vous voulez en venir. La réalité du système du travail, ce sont les chiffres du ministère du Travail. Vos ministères, pas les miens, c'est pas moi qui suis au ministère du Travail. Ah oui, vous êtes dans les chiffres, j'entends bien. Oui, 375 000 emplois vacants. Ce sont les chiffres de vos ministères. Et qu'il y a à Pôle emploi 5 millions d'inscrits. Donc la personne que vous venez de voir dans le reportage n'est pas au chômage parce qu'elle a une durée d'indemnisation trop longue. Elle est au chômage parce qu'il n'y a pas de boulot. Voilà, c'est ça la réalité. On a entendu parce que pardonnez-moi, j'aimerais continuer parce que vous avez parlé pendant longtemps. J'aimerais que la priorité, moi, dans ce pays, soit déjà de donner les droits nécessaires aux gens qui sont au chômage et qui ne touchent pas leurs droits au chômage pour qu'ils puissent ne serait-ce que vivre dignement et prendre soin de leurs enfants comme la personne que vous avez vue là-dedans. Deuxième priorité, pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que le système de l'assurance chômage est en péril? Pourquoi vous le faites? Non, il n'est pas en péril. Pas de réforme nécessaire alors, selon vous? Moi, je pense qu'il faut augmenter les minima sociaux, surtout en période de crise, vu l'augmentation des prix de l'alimentation ou autre. Mais le système n'est pas en péril. Et d'ailleurs, l'UNEDIC est en augmentation à un surplus de 4 milliards d'euros. Donc pourquoi vous faites ça? Pour dégager de l'argent supplémentaire, pour dire que les Français les plus précaires vont devoir payer la crise de l'énergie, vont devoir payer la crise de l'alimentation, vont devoir renflouer les caisses de l'État à la place de ceux que vous avez toujours protégés, c'est-à-dire les plus riches de ce pays, parce que dans ce pays, je le rappelle, on met 150 milliards d'euros de dettes directes et indirectes aux grandes entreprises. Voilà, ça c'est la réalité. Donc moi je ne suis pas d'accord pour dire que parce que les gens ont des indemnisations, c'est à cause de ça qu'il y a du chômage. Et je finis en disant quand même une chose qui me semble, assez importante à dire. Je le répète, dans les Hauts-de-France, il y a 9% de chômeurs. Et à Wattrelos, il y en a 18%. À Roubaix, 33%. Donc en fait, les gens que vous êtes en train d'inégalité géographique, justement, qu'est-ce que vous répondez? Sur cette inégalité géographique, je pense que ça nous responsabilise tous comme élus, qu'on soit adjoint au maire, dans une agglomération, à la région, députés, sénateurs, à nous impliquer sur les questions de l'emploi. Et donc moi, je passe mon temps, depuis que j'ai été élue, sur la circonscription, à rencontrer des entrepreneurs, à recevoir dans mes permanences tous les lundis matins dans les mairies de Mouveau, Lille, Tourcoing, Marc-en-Barœul, des personnes qui sont dans une difficulté, soit une recherche d'emploi, mais parfois c'est une question de logement ou de mobilité qui empêche de trouver un emploi. Finalement, des fois, c'est un cercle vicieux qu'il faut rompre. Cette personne qu'on a entendue tout à l'heure, il a fait une formation de menuisier. On sait que dans tous ces métiers manuels, on a des besoins d'emploi. On a des besoins dans les métiers de l'industrie, ici, à Tourcoing, à Lille, dans la métropole lilloise. Et donc, pourquoi il ne peut pas occuper un emploi aujourd'hui? Peut-être qu'il y a un sujet de mobilité, parce qu'il n'y a pas les transports en commun pour aller vers l'entreprise qui propose l'emploi, dans une zone industrielle, par exemple. Peut-être qu'il y a un problème de logement ou d'accès aux droits. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on doit tous se mobiliser, et c'est ce que l'on fait au niveau local. Moi, je le redis, j'ai jamais vu une telle énergie déployée, que ce soit le département, la région, les élus comme nous, sur le terrain, pour accompagner les entrepreneurs aussi à trouver les ressources dont ils ont besoin. Vous parliez justement des entrepreneurs qui recherchent de la main-d'œuvre, mais parfois il y a une inadéquation avec justement les demandeurs d'emploi. Je vous propose d'écouter le témoignage du PDG de Lemayeux. Si on veut développer l'industrie en France, notamment l'industrie, c'est un exemple, et notamment dans le textile, on ne trouve pas des personnes formées. Les personnes, il n'y a plus de formation, et c'est logique, parce que l'industrie a été délocalisée. Donc il y a un problème évident en fait, de formation sur ces métiers concrets et manuels. Je pense que l'enjeu, c'est que Pôle emploi puisse être vraiment terrain, vraiment connaître toutes les entreprises du territoire qui recrutent, bien sûr, pour connaître exactement les besoins et puis pour être ambassadeur des besoins des entreprises sur le territoire. Lemayeux, entreprise textile emblématique de la région, vous l'entendez, lui recherche de la main-d'œuvre aujourd'hui. Est-ce que d'après vous, justement, cette inadéquation doit passer par de la formation? La réforme, peut-être, devrait plus concerner la formation? Mais moi, je suis pour former les gens, il n'y a aucun problème. Mais enfin, permettez-moi de rappeler que moi, je suis élu à Roubaix, Wattrelos, il y a une boîte qui s'appelle Camailleux qui vient de fermer. Voilà, moi, c'est ça la réalité que j'ai aujourd'hui. Donc, allez expliquer aux chômeurs, aux personnes qui sont placées sous chômage, et rendez-vous compte de la brutalité de la chose. Même leur mutuelle, la portabilité de leur mutuelle, on leur refuse. Vous voyez à quel point on veut humilier les gens dans ce pays, à quel point les salariés ne sont pas écoutés, les chômeurs ne sont pas écoutés. Même ça, on leur refuse. L'assureur ne veut pas prendre la portabilité de la mutuelle. Donc moi, je veux pas avoir des débats hors sol par rapport à la réalité de ce qui se passe. On a délocalisé massivement l'industrie textile dans ce pays.
Et aujourd'hui, on a des Shein, etc., qui viennent de Chine. Hein, c'est-à-dire, vous savez, les jeunes utilisent beaucoup, notamment, ce genre de fast fashion, on appelle ça, avec des produits qui viennent de Chine, et on refuse de relocaliser. Donc, pardon, ça, c'est pas de la faute des chômeurs. C'est pas de leur faute. Là, c'est un entrepreneur qui relocalise et justement qui reconnaît que pendant longtemps, il y a eu de la délocalisation. Vous voyez, parce que j'ai une pensée quand même pour les gens qui travaillent à Pôle emploi. Quand on est conseiller Pôle emploi, on est conseiller, on n'est pas contrôleur. Et aujourd'hui, la politique qui est mise en place à Pôle emploi, c'est aussi une politique de maltraitance sociale où on demande à des agents de traiter comme à l'usine, en chaîne, des dossiers. Ce qui fait qu'en fait, on met des millions de contrôles sur pièce et sur place pour bien vérifier que les chômeurs ne sont pas des gens qui sont là pour ne rien faire. Mais par contre, à aucun moment, il y a une politique vraiment solide où on a le temps de prendre humainement les gens et de les accompagner vers l'emploi et peut-être aussi de vérifier ce qu'ils ont envie de faire. Parce que la prise en charge de Pôle emploi, justement. Je finis très rapidement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens qui acceptent un boulot, souvent, les chômeurs qui acceptent un travail, c'est des travaux qui sont moins bien rémunérés que leur travail d'avant. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est une humiliation pour les gens. C'est une humiliation. Donc ne vous étonnez pas qu'après, les jeunes de ce pays émigrent, s'en aillent, les jeunes qualifiés. Parce qu'en fait, il y en a des jeunes qualifiés, mais ils s'en vont. Parce que le pays n'est pas attractif. Parce que le pays ne donne pas envie de travailler. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Je crois que, Monsieur Guiraud, vous, on le sait, vous, votre dogme, c'est la paresse. Vous l'avez répété plusieurs fois dans l'Assemblée. Vous avez à LFI, tout au long de l'été, voulu faire de l'obstruction pour empêcher la loi pouvoir d'achat, la loi qui réaugmentait l'ensemble des minima sociaux auxquels vous êtes très attachés comme nous. Jamais voulu augmenter les salaires, et on voit que sur un territoire, vous ne regardez qu'une entreprise qui ferme, qui est rachetée. Vous ne parlez jamais des entreprises qui se créent, des emplois qui se créent. En France, on n'a jamais non plus créé autant d'emplois, autant réindustrialisé. Moi, je lis tous les jours dans La Voix du Nord les recherches d'emplois dans la logistique, dans le pharmaceutique, dans les transports, dans les aides, dans les aides-soignants à domicile. Revenons justement à cette question. Vous parlez des aides-soignants, par exemple. Il faut une formation. On sait que dans les demandeurs d'emploi, qui sont souvent d'ailleurs peu qualifiés, quand on regarde dans notre région, c'est une vraie problématique. Il n'y a pas forcément les gens qui peuvent répondre à cette demande des entrepreneurs. Alors, au niveau de la formation, comment la réforme prévoit justement de permettre cette adéquation ? Il y a déjà aussi beaucoup de choses qui existent et qui sont en train de se développer sur la formation pour être beaucoup plus proche, vous l'avez évoqué, des formations qui soient plus proches des besoins actuels et à venir sur notre territoire. C'est tout le travail qui est fait aussi au niveau régional. Quand je rencontrais la Fédération des travaux publics la semaine dernière, eux, ils se projettent sur le canal Seine-Nord, qui va nécessiter 6 000 emplois sur notre région, dont on a envie que la majorité des personnes de notre région qui sont en recherche d'emploi puissent trouver un travail et puissent venir occuper ces emplois. C'est des métiers effectivement ouvriers de travaux publics, mais c'est aussi des métiers de conception, des métiers d'ingénieur, des métiers de livraison, des métiers de restauration. C'est toute une économie qu'il faut préparer. Eh bien, la Fédération des travaux publics, elle est hyper investie avec le Pôle emploi, avec l'État, avec la région Hauts-de-France pour créer les formations en interne, avec aussi avec des moyens, des métiers, avec des moyens. Ils sont prêts à agir. Et quand on voit aujourd'hui, par exemple, sur les métiers de la boulangerie ou de la boucherie-charcuterie, tout ce qui est fait autour des centres de formation, des apprentis pour recruter, avec des job dating, tout le monde se bouge pour faire en sorte que, à la fois, la formation et le job dating permettent d'occuper le bon emploi au bon endroit. Ça vous fait réagir ? Oui, celle-là, elle est pas mal de citer les charcutiers, les bouchers charcutiers qui sont assez rarement en mobilisation, mais qui en ce moment sont en train de qui ont du mal à recruter, monsieur. En fait, ils sont en train de mettre... Au CFA du Virolois, il y avait 200 postes d'apprentis ouverts en septembre. C'est une réalité. La clé sous la porte, madame. Mais il y a encore des emplois de bouchers charcutiers, monsieur. D'ailleurs, je vous rappelle que l'Union des artisans et des entreprises de proximité et contre la plupart des choses que vous faites, y compris votre réforme des retraites à venir. Mais bon, c'est peut-être un point de détail, puisque vous parlez sans arrêt des artisans, etc. On parle de chômage et d'emploi, restez concentrés. Ah oui, mais je suis parfaitement concentré parce que je pense que vous voulez faire payer aux classes populaires le fruit de votre inaction politique. Mais à la limite, je veux bien rester sur le sujet. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez des gens qui sont au chômage qui n'est pas de leur dû. Et notamment les seniors, c'est-à-dire les personnes de plus de 50 ans. Il y a une question de formation qui peut se poser. Mais en fait, la vérité, c'est qu'aussi la plupart des personnes de 50 ans n'ont pas accès à l'emploi parce qu'il n'y a pas d'emploi.
Pas parce qu'il y a une question de formation. Parce que les entrepreneurs font peut-être de la discrimination avec l'âge aussi, c'est ce que sous-entendez. Vous avez parfaitement raison, il y en a. Là-dessus, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que pour des personnes de plus de 50 ans, c'est encore difficile. Il y a un changement culturel à faire. Et alors, l'exemple de la réforme que vous expliquez est un très bon exemple parce que ça fonctionne très bien. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens pour mériter qu'on leur diminue leur allocation chômage? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne diminue aucune allocation, monsieur. Ne dites pas de contre-vérité. Dans la durée. La réforme de l'assurance chômage ne baisse pas le montant des allocations. Il faut être précis. Donc comment ça se fait Elle module la durée d'indemnisation. Alors ça c'est un terme technique, mais la vérité c'est que votre gouvernement le nombre de mois, c'est pas technique, c'est clair. On va faire 4 milliards d'euros d'économies. Non mais le sujet c'est pas les économies, c'est le plein emploi, monsieur. Attendez. Moi j'essaye de comprendre. Vous avez déjà fait 6 milliards d'euros d'économies avec la première réforme de l'assurance chômage. Vous faites 4 milliards d'euros d'économies, c'est votre ministre qui l'annonce, monsieur Dussopt. Si vous ne les faites pas sur le dos des chômeurs, vous le faites sur quoi? Les 4 milliards d'euros d'économies, ils viennent d'où? En fait, la première réforme de l'assurance chômage... Ils viennent bien des chômeurs, madame. Le sujet, c'est pas les économies. Le sujet, c'est qu'elle a créé de l'emploi. 4 milliards d'euros d'économies, on est arrivé à 7,4% de chômeurs en France au bout de 5 ans. Ça n'avait jamais été atteint depuis 15 ans. Parce qu'on a fait la réforme de l'assurance chômage et qu'on a un pays en croissance. Excusez-moi, je crois que là, vous ne comprenez rien à la réforme de l'assurance chômage. Je me permets juste de reposer ma question. Vous dites que vous attendez 4 milliards d'euros d'économies. Je vous dis que ces 4 milliards d'euros d'économies, c'est monsieur... vous parlez peut-être pas avec votre ministre, mais moi je l'écoute. Donc 4 milliards d'euros d'économies. Moi je vous dis que vous le faites sur le dos de ce que vous recevoir les chômeurs. Vous me dites non. Donc d'où viennent, s'il vous plaît, les 4 milliards d'euros d'économies que vous attendez avec cette réforme de l'assurance chômage, si elle ne vient pas de ce que perçoivent les chômeurs? C'est simple, vous savez. Quand vous avez quelqu'un qui est au chômage et qui a une allocation et qui retrouve un emploi, bien, il n'a plus l'allocation chômage. Et donc, ça recrée une richesse pour le pays qu'on réinvestit dans la transition écologique, dans l'accompagnement des 5%, quand on atteint le plein emploi, des 5% de personnes qui n'ont toujours pas pu trouver un travail. Et donc, c'est un cercle vertueux. Quand on sort du chômage, on retrouve de la dignité, de la fierté, on retrouve sa place dans la société et on retrouve finalement ce qui fait vivre votre famille et ce qui redonne du sens. On va aller maintenant voir un petit peu ce que pensent les représentants syndicaux de cette réforme. On retrouve en direct représentant CGT de Lille. Mathias Wattel, bonjour. Bonjour, madame. Alors, expliquez-nous, tous les syndicats ont unanimement dénoncé cette réforme. Qu'est-ce que vous reprochez à cette réforme de l'assurance chômage? Eh bien, c'est une nouvelle régression des droits alloués pour les privés d'emploi. Donc, c'est vraiment une nouvelle attaque sur notre protection sociale, le modèle à la française de la protection sociale. Ne jamais oublier quand même que la protection sociale, elle est basée sur... une très belle idée qui a été instaurée au lendemain de la guerre et donc au Conseil national de résistance avec la sécurité sociale, c'est-à-dire que des gens qui sont en bonne santé comme moi, je cotise sans que les assurances ou sans que les banques puissent l'utiliser pour des gens qui sont avec une santé un peu plus fragile. Et moi qui ai la chance d'avoir un emploi, je cotise aussi pour des personnes qui ont malheureusement qui sont en condition de privation d'emploi. Protection sociale, pardon. Vous avez peu manifesté, vous êtes peu mobilisé malgré tout contre cette réforme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez faire justement par rapport à cette réforme-là? Si vous êtes déjà essayer d'avoir le débat des idées. Vous êtes un exemple pour pouvoir avoir ce débat des idées. Donc, on va aller à la rencontre des salariés pour leur expliquer la chose. Mais en tout cas, on est vraiment sur un sujet sociétal. J'apprécie énormément le débat qu'on a là aujourd'hui et cette question de confrontation d'idées à un moment donné. Il faut quand même savoir que stigmatiser les privés d'emploi, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on a entre 5 et 6 millions de chômeurs en France, mais on nous demande nous d'augmenter le temps de travail dans la semaine, d'augmenter le temps de travail dans la vie, et il suffit juste de diminuer tout ça pour ouvrir la porte à l'emploi. Et donc moi, la vraie question, c'est comment le gouvernement aujourd'hui a envie de travailler cette question du plein emploi. La question du plein emploi, elle passera certainement pas, je vous le dis. Pour vous, elle passe par une diminution donc, du temps de travail. On va faire réagir...
Violette Spilbout, justement, sur cette question précise donc, de la diminution du temps de travail pour permettre à tous de retrouver un emploi. Ça, c'est une piste envisagée ? Non, parce qu'aujourd'hui, on est encore dans une société en France où on a des personnes qui sont au chômage. On a un besoin de production parce qu'on a un pays qui se développe, qui continue d'occuper sa place en Europe et dans le monde. Et on a besoin de personnes qui travaillent même certaines plus que 35 heures avec une valorisation du travail, parce que nous, on considère que quand on travaille, quand les deux personnes dans un couple travaillent, eh bien, on peut avoir les loisirs, éduquer ses enfants, aller vers une vie meilleure. Et puis, notre objectif aussi, c'est de donner à nos jeunes une éducation qui leur permet d'avoir cette valeur travail chevillée au corps. Quand on développe l'apprentissage, par exemple, on est aujourd'hui à 700 000 apprentis par an. En 2023, on a renouvelé les aides au budget là, qu'on vient de voter à l'Assemblée nationale pour que les entreprises puissent avoir 6 000 € pour embaucher un apprenti. Et notre objectif, c'est qu'il y en ait 1 million par an. Parce que j'ai envie de dire à monsieur, d'abord, c'est tout mon respect, parce qu'effectivement, avoir un débat d'idées, c'est ce qui se passe entre les politiques et les syndicats. Il faut continuer de l'avoir de façon sereine. Et nous, on attache beaucoup d'importance à ce que nos jeunes, nos apprentis, puissent remplir les emplois de demain et qu'il y ait moins de chômage. Réagir, monsieur Wattel, rapidement à ce qui vient d'être dit. Oui, évidemment. Mais pour nous, il y a quand même un paradoxe absolu de demander aux salariés d'aujourd'hui de travailler plus dans la vie, dans la semaine, dans le mois, alors qu'il y a 5 millions de personnes qui cherchent à travailler. Donc, on va demander de repousser l'âge de départ à la retraite ce qui est proposé à 65 ans, alors que si on le diminuait, il y a plein de personnes qui arriveraient sur le marché du travail et qui ont envie de travailler. Ça fait aussi réagir David Guiraud. Alors, Madame Spilbout a été, je pense, une personne qui a travaillé dans le cabinet de Martine Aubry, qui a été la créatrice des 35 heures et qui a permis, à un moment donné, de créer plus de 500 000 emplois. On va aller vers David Guiraud qui souhaiterait réagir justement sur l'âge des retraites. Merci d'avoir été avec nous, monsieur Wattel. Il nous reste peu de temps. Oui, je crois que c'est un débat de fond. Déjà, j'aimerais dire que le monde du travail que vous créez et que vous avez créé dégoûte les gens. Regardez le nombre de démissions qu'il y a dans ce pays. De gens qui ne veulent plus travailler parce qu'ils sont épuisés. Regardez ce qui se passe au niveau du chômage. Vous avez des gens qui acceptent, parce que vous leur mettez dans le crâne que c'est un crime d'être au chômage, qui acceptent de travailler pour du moins-disant social, dans des secteurs qui sont difficiles, qui sont mal payés. Et en fait, vous utilisez ça pour ne pas augmenter les salaires. Vous forcez les gens à accepter des travaux, des métiers qui ne leur vont pas, parce que ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire dans la vie, mais qui en plus sont moins bien rémunérés que leurs travaux d'avant. C'est ça le monde du travail que vous créez et qui explique qu'aujourd'hui, dans des secteurs entiers, il y a une démission générale. Dans le secteur de la restauration, les gens ne veulent même plus le faire. C'est ça le résultat de votre politique. Donc la valeur travail, vous êtes en train de la détruire. Et enfin, on va laisser quand même Violette Spilbout finir parce que c'est vraiment la fin de cette émission. Donc en un mot. Je finis en un mot. 40% des allocataires de l'assurance chômage vont perdre en droit à l'issue de cette réforme. Et je le dis, dans les Hauts-de-France, ce sera sans doute plus, on a donné les chiffres tout à l'heure. Violette Spilbout. Moi, je crois que quand on regarde l'exemple des hôteliers restaurateurs dans notre métropole qui se mobilisent énormément pour aller donner envie à des jeunes d'exercer ces métiers, eh bien, on voit aussi que donc il faut rendre les métiers plus attractifs. Rendre les métiers plus attractifs. Augmenter les salaires. Les salaires ont été augmentés de 18% dans ce secteur parce qu'il y a des besoins en recrutement. Et donc, c'est le mot de la fin, donc rendre les métiers plus attractifs. On occupe tous les emplois dans notre région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Je vous souhaite un très beau dimanche.